Tranche de coupe, saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max. et Guillaume, et on est ravis de vous retrouver pour ce 11e épisode de la saison 5 de Tranche de coupe qu'on va tout simplement intituler Le 100e. le 100e. Et oui, c'est en effet notre 100e épisode. Alors, si on compte pas les bonus, parce que si vous nous avez suivi un peu, on vous a déjà dit il y a 2 épisodes qu'on enregistrait le 100e épisode. Mais dans ces épisodes, ces 100 épisodes enregistrés, on avait 2 bonus qu'on avait fait un été il y a quelques années, il y a 2-3 ans en arrière. On vous racontait nos vacances. Où on vous racontait nos vacances. Donc, hors bonus, voici, bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour ce 100e épisode. On Bravo, s'excuse. bienvenue. Oui, bienvenue, comme d'habitude. On s'excuse d'avance pour les petits soucis techniques que nous avons eus la semaine dernière, qui sont un peu comme le bug de l'an 2000, en fait, liés au passage au 100e épisode. C'est ça. Avec notre fournisseur d'accès aux plateformes de podcast, qui, en fait, on n'avait pas vu une petite case à cocher pour dire qu'on voulait aller au-delà de 100 podcasts. Donc là, on a augmenté la case pour aller jusqu'à 200. Alors, on refait le point quand on sera à 200 podcasts, mais enfin, d'ici là, en tout cas, merci pour votre patience, merci pour votre écoute, et merci d'être avec nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider, nous encourager à vous proposer ce podcast le plus régulièrement du monde. Et alors, voilà, merci aussi pour tout le temps que vous avez passé à nous écouter, parce que qui dit 100 podcasts dit quand même, on avait fait un peu le décompte, mais ça dit pas loin de, 60-70 heures de passer à nous écouter. Si vous nous aimez tant que ça, sachez que ça nous touche beaucoup. Ouais, et puis même si vous nous avez rejoints en cours de route, si vous ne nous écoutez qu'une fois de temps en temps, on vous en veut pas. On est super heureux de vous avoir à bord aussi. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue. Et on est ravis de continuer à vous proposer ce podcast. Et on arrive bientôt, Guillaume, au 6 000e téléchargement. On n'y est pas encore, on le fêtera aussi. 50 épisodes, 50 téléchargements, on sera au 6 000e téléchargement. Autant dire que d'ici à la fin du mois de février, on risque de passer le millésime. Alors Max, pour commencer ce 100e épisode, tu vas nous parler de notre cible favorite ces temps-ci, notre ami orange et blond. Dans la rubrique Actu, effectivement, le premier Actu, elle concerne notre cher ami Donald Trump. De l'autre côté de l'Atlantique, on s'est dit que il y avait suffisamment d'informations, d'actualité dans ces 15 derniers jours pour vous faire un petit point d'étape. Je sais en plus que c'est pas forcément toujours simple à suivre. Donc le premier sujet, c'est le procès qui opposait E.J. Carroll, qui est journaliste américaine, et Donald Trump, suite à l'agression sexuelle d'E.J. Carroll par Trump. En fait, Trump avait perdu un premier procès contre elle et avait continué, en gros, à dire qu'il ne l'avait pas agressée sexuellement. Et donc, il y a eu un deuxième procès. Et le verdict du procès est tombé durant ces 15 derniers jours. Et donc, Donald Trump a été condamné à payer 83,3 millions de dollars en dommages, pour lui permettre déjà de compenser tout ce qu'elle a dû subir, mais aussi pour essayer de reconstruire sa réputation, parce que comme d'habitude avec Donald Trump, c'est toujours all-in pour détruire ses adversaires. Donc il a bien été reconnu coupable de viol, si Donald Trump fait appel, parce que vous savez, dans le système judiciaire, il y a toujours la possibilité de faire des appels, il devra quand même verser l'argent sur un compte bloqué. Donc cette condamnation de 83,3 millions de dollars, ça sera quand même une certaine difficulté pour lui, une grosse épine dans son pied. Le deuxième procès dont on voulait parler, c'est également à New York. Vous le savez, suite aux fraudes fiscales de la Trump Organisation, pour lequel le procureur a demandé une amende de 370 millions de dollars cette fois-ci et l'interdiction de faire des affaires dans l'État de New York. Le juge doit toujours rendre son verdict. Les échéances ont été un petit peu repoussées. On attend une décision
pas avant mi-février, ça tombe bien, on est le 11, en raison apparemment de nouvelles découvertes de déclarations frauduleuses. Dans tous les cas, le verdict sera important pour Trump et surtout sur sa capacité financière. Et vous savez que à la fois pour la dimension judiciaire, sa capacité à continuer à se défendre dans les multiples procès dans lesquels il est accusé, mais aussi dans le cadre de la campagne électorale, l'argent est le nerf de la guerre. Troisièmement, vous vous en souvenez peut-être, on vous avait expliqué que certains États souhaitaient retirer Donald Trump. Il y avait des actions en justice qui avaient été mises en œuvre pour retirer Donald Trump des bulletins électoraux en vue de la présidentielle de la fin de l'année. Et la Géorgie avait, au niveau de la Cour suprême de la Géorgie, décidé de valider cette décision. Et maintenant, nous en sommes à l'étape ultime, on va dire, le recours ultime auprès de la Cour suprême. Donc la Cour suprême des États-Unis a commencé à examiner les arguments des deux parties. Les avocats de Trump ont focalisé leurs arguments sur le fait que le 14e amendement de la Constitution, celui en vertu duquel finalement quelqu'un qui a participé à des insurrections ne peut pas se représenter à différents mandats électoraux, les avocats de Trump disent que cet amendement ne s'applique pas au président des États-Unis parce que le président des États-Unis n'est pas explicitement mentionné dans cet amendement. Et si les commentateurs juridiques sont partagés sur la validité et l'opportunité politique d'une telle décision de la Géorgie de vouloir retirer Trump et de prendre cette décision, ils sont nombreux à penser que la Cour suprême voudra éviter de prêter le flanc aux soupçons d'ingérence électorale qui avaient entaché la Cour suite à sa décision en 2000 de donner la victoire à George Bush du Parti républicain sur Al Gore du Parti démocrate dans les élections présidentielles, et ça s'était joué en Floride. Donc une solution serait de juger que seul le Congrès peut retirer un candidat des bulletins électoraux, ce pourquoi poussent bien sûr les républicains pour éviter cette défaite. Alors, la décision de la Cour suprême pourrait également avoir un impact sur le procès fédéral relatif au 6 janvier, puisqu'il s'agit bien au cœur de la décision de la Géorgie de dire que Trump a participé à une insurrection contre l'État fédéral, même si la ligne d'argumentaire qui est au cœur du procès, n'est pas de déterminer si Donald Trump avait ou non l'immunité présidentielle. Il semblerait que Trump n'ait pas choisi cette ligne de défense de manière à pouvoir faire un nouvel appel à la Cour suprême sur ce point dans un deuxième temps, toujours dans la logique de gagner du temps. Alors ensuite, Trump s'est opposé à l'adoption d'un nouveau paquet de soutien financier et militaire à l'Ukraine. Vous le savez, ça doit être une décision qui doit être prise par le Congrès. Et donc, il a fait pression sur les élus républicains pour éviter qu'un deal politique soit conclu entre les républicains et les démocrates au Congrès. Donc, sur ce point-là, on patine. À savoir que cette proposition, elle concerne à la fois l'Ukraine, mais aussi Israël et Taïwan. Enfin, du côté des primaires, Trump continue de faire la course en tête, et ce alors que des interrogations s'accroissent sur la capacité de Joe Biden à assurer un deuxième mandat. Il s'est trompé à plusieurs reprises dans le nom des présidents ou premiers ministres de pays partenaires ces dernières semaines. Notamment, il a confondu Macron avec Mitterrand et Scholz avec Kohl. Et donc, il y a certaines voix qui commencent à s'élever pour dire qu'en gros, il faudrait trouver un candidat alternatif, même si finalement, dans le système électoral, avec les primaires démocrates, c'est bien compliqué tout ça. Et bien sûr, Joe Biden, lui, n'est pas prêt à lâcher la chose. Donc on reviendra sur les affaires de Trump et on vous fera des points dans les prochaines semaines, n'en doutons pas. Alors sur un autre sujet, on vous dit régulièrement qu'on a beaucoup de chance d'être né en Europe à cette époque, avec la capacité de vivre notre homosexualité ouvertement et de pouvoir vivre notre relation ouvertement, alors qu'en 2023, les relations homosexuelles sont toujours illégales dans plus de 60 pays dans le monde. Et depuis mai 2023, date à laquelle l'Ouganda a promulgué l'une des lois contre l'homosexualité les plus répressives du monde, faisant de l'homosexualité aggravée un crime capital,
être homosexuel est passible de peine de mort dans 12 pays dans le monde, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, Brunei, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, la Mauritanie, le Nigeria dans certaines régions seulement, l'Ouganda, le Pakistan, le Qatar, la Somalie et le Yémen. Et c'est cette semaine au Yémen qu'on se tourne, ou vers le Yémen qu'on se tourne, puisqu'on a lu dans la presse que dans une province qui est contrôlée par les rebelles Houthis du Yémen, 13 hommes ont été condamnés à mort pour avoir des relations avec des personnes de même sexe, tandis que 3 hommes restent en prison et 35 autres ont été arrêtés pour des motifs similaires. Voilà, on tient aussi à donner cette visibilité à ces nouvelles horribles, parce qu'on mesure vraiment la chance qu'on a et qu'il y a encore beaucoup de chemin pour que l'égalité des droits soit une réalité. Et ceci nous fait une petite transition avec des sujets égalité des droits, Guillaume. Je ne sais pas si c'est un sujet égalité des droits, mais en tout cas, on ne pouvait pas passer cet épisode sans rendre hommage à Robert Badinter, décédé cette semaine, et qui est l'un des piliers de la politique en faveur des droits de l'homme en France, pour la France depuis les années 80. Il a inspiré des générations de femmes et d'hommes politiques et d'associations également. L'occasion de revenir sur la vie de ce grand homme qui finalement représente assez bien ce que toute une génération a vécu, la Deuxième Guerre mondiale, mai 68, les années 80 et la gauche au pouvoir. Alors, né à Paris en 1928, de parents juifs, émigré de Bessarabie, la Moldavie d'aujourd'hui, et naturalisé, la famille se réfugie à Lyon au début de la Deuxième Guerre mondiale, où son père sera arrêté et déporté sur ordre du sombre Klaus Barbie, déporté à Sobibor, où malheureusement il ne reviendra pas. Caché avec sa mère dans la région de Chambéry, il se lance dans des études de lettres et de droit et, on le sait moins, un cursus d'art à l'Université de Columbia aux États-Unis. C'est d'ailleurs à Chambéry, au lycée Vaugelas, qu'il croise pour la première fois l'institution judiciaire. Un de ses profs, milicien, est condamné à mort en 1944. Il sera finalement gracié. Badinter déteste le milicien, mais il admire profondément le prof et découvre que la justice, à la Libération, ressemble d'abord à une vengeance. L'épisode a ancré profondément chez lui ce sentiment d'injustice contre lequel il luttera toute sa vie et toute sa carrière. Lancé dans la carrière judiciaire avec la ferme intention d'agir donc sur les injustices dont il a été une victime précoce, il fonde son cabinet d'avocats à Paris avec le juriste Jean-Denis Bredin. Il fondera sa réputation notamment sur les plaidoiries mythiques, en particulier pour éviter la peine capitale alors encore en vigueur à ses clients, notamment ceux dont les procès ne sont pas concluants. Mais il est d'abord avocat d'affaires et il n'a finalement plaidé que dans cette affaire de peine capitale, environ 20 fois en tout aux assises. Nommé ministre de la Justice après les législatives à la vague rose de 1980 par François Mitterrand, il n'aura de cesse de lutter pour l'abolition de la peine de mort envers et contre une grosse frange conservatrice de la société, voire même dans son propre camp. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. 190 ans, près de 2 siècles se sont écoulés depuis que, dans la première assemblée parlementaire qui ait connu la France, le Pelletier de Saint-Fargeau demandait l'abolition de la peine capitale. C'était en 1781, énonce-t-il d'un ton solennel à l'Assemblée nationale lors de l'adoption. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité, a-t-il rappelé. Par ailleurs, le 20 décembre 1981, la même année, le revoilà devant la représentation nationale pour lui demander cette fois-ci de dépénaliser l'homosexualité. L'Assemblée, je cite, c'est d'ailleurs quel type de société dans l'histoire et aujourd'hui encore, toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression sont incompatibles avec nos principes, ceux d'un grand pays de liberté lance, celui selon lequel il n'est que temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels, comme à tous ses autres citoyens, dans tant de domaines. Il est aussi, on l'oublie trop souvent, un ministre soucieux du droit des victimes, parent pauvre du système judiciaire dans ces années-là. On lui doit entre autres la création d'un bureau d'aide aux victimes, une loi pour permettre une meilleure indemnisation en cas d'attentat ou d'accident de la route. Un hommage symbolique lui sera rendu dans un lieu tout aussi symbolique mercredi prochain, 14 février, place Vendôme, au ministère de la Justice, où il aura laissé une trace indélébile. Merci, monsieur. Merci, Guillaume, pour cet hommage important qu'on peut donner à Robert Badinter. Et c'est toi qui nous fais une petite brève. Alors c'est une belgico-européotitude, c'est un petit mélange en fait, cette semaine. Voilà, on prend nos inspirations au gré de l'actualité et on voulait effectivement vous parler des virements instantanés. Alors pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose si vous nous écoutez depuis la France parce que
en France, il y a quand même quelques années de retard voire quelques décennies de retard sur le principe de faire des virements pour payer des choses simplement. Hein. Je vous laisse sortir votre chéquier, les gars. Nous, on va aller sortir notre application et scanner un code. Mais enfin bref, qu'est-ce que c'est que le virement instantané finalement ? Eh bien, le virement instantané, c'est un virement qui arrive d'un compte à l'autre au sein du système bancaire SEPA de l'Union européenne en moins de 10 secondes. Vous faites un virement depuis la Belgique vers la France, la personne qui reçoit le virement en France ouvre son application bancaire et 10 secondes après, elle voit votre virement apparaître. Alors, ça paraîtrait assez logique parce que finalement, transférer de l'argent d'un point A à un point B, on s'imagine qu'il ne devrait pas y avoir 46 intermédiaires au milieu. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc le principe d'un virement instantané, c'est qu'il est censé pouvoir être exécuté quel que soit le jour, l'heure, et que l'argent doit, comme je le disais, arriver sur le compte du destinataire dans les 10 secondes. Le payeur devrait également être informé dans un délai de 10 secondes du fait que les fonds transférés ont été mis ou non à la disposition du bénéficiaire. Donc pour garantir la sécurité, les prestataires de services de paiement devraient avoir mis en place des mesures rigoureuses et actualisées de détection et de prévention des fraudes avant d'éviter que des virements ne soient effectués sur le mauvais compte en raison d'une fraude ou d'une erreur. Parce que ce virement instantané, il est un peu plus risqué, il est considéré comme un peu plus risqué que les virements classiques par les banques. Il y a moins le temps de vérifier qu'il n'y a pas eu de fraude entre l'envoi et la réception. Donc, c'est une demande de l'Union européenne de faire en sorte que, d'ici la fin 2024, l'ensemble des banques de l'Union européenne se mettent au diapason et puissent permettre d'effectuer l'ensemble des virements instantanés. Alors, aujourd'hui, ça existe déjà. Certaines banques le font gratuitement. Nous, on a une néobanque en Allemagne, N26, qui les fait de façon... Non, pardon. Je crois que c'est Boursorama, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai une de mes 47 banques qui fait des virements instantanés sans me demander et les virements apparaissent tout de suite. Qui ne fait pas payer pour. Et qui ne me fait pas payer pour. À l'inverse, la néobanque N26 ou notre banque en Belgique actuelle font payer entre 90 centimes et 1 euro pour faire un virement instantané. Ça ne paraît pas grand-chose, mais finalement, si on applique ça à tous les virements, et on en fait beaucoup en Belgique, on paye toutes nos factures par virement, ça peut vite chiffrer. Et c'est des frais qui, s'ils ont été utiles pendant quelques années, notamment pour mettre en place les infrastructures informatiques nécessaires pour mettre en place ce type de virement, ne se justifient plus nécessairement aujourd'hui. Voilà, donc on sait qu'en Belgique, environ 20% des virements au jour d'aujourd'hui... Oh, mes profs détestaient ça. Au jour d'aujourd'hui. Donc actuellement, près de 20% des virements en Belgique sont des virements instantanés. L'objectif, donc d'ici la fin 2024, c'est d'arriver à ce que l'ensemble des virements le deviennent. Ça va être un challenge pour certaines banques qui ne sont pas encore tout à fait novatrices. D'autres, comme ING par exemple, sont beaucoup plus en avance et devraient pouvoir mettre ça en place de façon plus rapide et souple. Merci beaucoup Guillaume pour cette brève belge étude, mais qui s'applique à l'ensemble de l'Union européenne. Et donc voilà, donc au moins là, d'ici la fin de l'année, ce sera une réalité pour tout le monde. On passe tout de suite à notre rubrique vie de couple. Et aujourd'hui, on va aborder 2 sujets. Guillaume, le premier, c'est le regard de la société sur les gens qui n'ont pas d'enfants. Donc dans la société, aujourd'hui, au travail, dans un environnement familial ou amical, on est parfois, de plus en plus souvent, j'ai le sentiment aussi, à mesure qu'on prend de l'âge, confronté au regard des autres, à des petits commentaires ou à des contraintes liées à notre statut de non-parent. Par exemple, si vous laissez entendre que vous êtes fatigué, on vous rétorquera parfois en référence à d'autres couples que vous n'avez pas d'enfants, alors franchement, venez pas nous péter les avec votre fatigue, hein, franchement. Ou dans un cadre amical ou familial, l'attention est focalisée sur les enfants, sur les familles, et à un moment donné, le risque, c'est que ceux qui n'ont pas d'enfants se sentent un peu plus invisibles. Absolument. Et ça, c'est pas si simple que ça, je pense, pour plein de raisons. Notamment parce que le fait de ne pas avoir d'enfant n'est pas toujours un choix, même si on lit de plus en plus que dans la société actuelle, il y a les couples font de moins en moins d'enfants, chez des couples, y compris chez des couples hétéros. Ça veut aussi dire que des couples font le choix de ne pas avoir d'enfants. Et c'est totalement respectable. C'est totalement respectable, mais encore une fois, on revient sur l'invisibilisation. Ça invisibilise aussi toute une partie de ces couples, hétéros et puis évidemment homo aussi, qui peuvent avoir un désir d'enfant, comme on appelle ça aujourd'hui.
et pour qui recevoir ce genre de petites remarques, moi j'en ai reçu une encore il y a quelques semaines au boulot, ça fait pas plaisir, surtout quand tu reçois ça à la fin d'une journée où tu as été ou une grosse journée pas forcément très agréable. J'ai pas une réputation d'envoyer paître souvent les gens, mais je dois reconnaître que moi ça a été un peu dur à encaisser et j'ai répondu un peu sèchement à la collègue en question, qui n'avait sans doute pas de mauvaises intentions derrière d'ailleurs, que c'était pas toujours un choix et que derrière il y avait aussi des combats et des histoires. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, peut-être dans ce podcast ou dans un futur podcast. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose d'important d'avoir ce double regard, de se dire qu'il y a le choix de ne pas avoir d'enfants, il y a le choix d'avoir des enfants, et il y a au milieu tous les gens qui sont dans l'impossibilité temporaire ou permanente d'avoir des enfants aussi, et qui sont complètement invisibilisés. Mais dans une société, finalement, les discriminations, elles sont aussi liées à l'invisibilisation, quelle que soit l'origine finalement de la discrimination. Voilà. Et la raison pour laquelle on voulait faire ce message, c'était aussi simplement pour que chacun puisse se rendre compte que, effectivement, avoir des préjugés sur le fait que forcément, si on est une jeune femme de 30 ans et qu'on n'a pas encore d'enfant, mais quand est-ce que tu vas t'y mettre, l'horloge tourne, donc il faut que tu te débrouilles. Soit peut-être qu'elle a décidé qu'elle n'allait pas avoir d'enfant et c'est un choix qui est le sien et elle n'a pas forcément besoin de s'épancher là-dessus, ou ça peut être aussi parce qu'il y a des problèmes d'infertilité ou qu'il y a d'autres raisons, et c'est pas forcément quand le sujet revient régulièrement sur la table, ça tape un peu sur les nerfs. Oui, et je pense que les femmes ont tendance à en être aussi beaucoup plus victimes que les hommes, notamment sur les questions d'âge. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus critiquer une femme un peu plus âgée, au-delà de 30 ans, disons, critiquer ou en tout cas constater qu'elle n'a pas d'enfant pour une femme au-delà de longtemps, alors que pour un mec, s'il a des enfants à 45 ou 50 balais, c'est pas grave, hein. Oui, et puis pour les couples d'hommes, il y a un petit peu encore cette présomption que dans tous les cas, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de désir d'enfant, il n'y a pas de désir de faire fonder une famille, et donc c'est pas un sujet. Alors que ça peut être un sujet pour certains, et ça peut être challenging, ça peut être une difficulté, quelque chose qu'on vit bien ou pas bien, et donc c'est bien de ne pas forcément arriver avec ses préjugés sur les choses. Ça fait partie de tout un ensemble de choses auxquelles il faut qu'on fasse attention quand on parle aux autres, mais ça vaut, comme je le disais, hein, ça vaut pour cette question-là comme pour plein d'autres questions de discrimination, et après on va avoir des gens qui vont nous tomber dessus en disant oui mais on peut plus rien dire. Il faut juste prendre un petit peu. C'est pas une question de plus rien dire. Réfléchissons à comment nos paroles peuvent résonner chez les autres en fonction de leur parcours si on les connaît, en fonction de leur parcours si on ne les connaît pas aussi. Mais simplement, c'est des petites choses. Hein. Je vais presque dire qu'on va en arriver aussi. Va en arriver aussi. Par exemple, c'est comme l'utilisation de. Dans le monde queer, c'est comme l'utilisation des pronoms, c'est comme l'utilisation de l'écriture inclusive, c'est comme c'est passé d'une société où tout le monde est pareil et tout le monde est uniformisé. Il y a un modèle à une société où il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles de famille, il y a plusieurs modèles de relations, il y a plusieurs modèles de personnes. Voilà, et on est tous différents. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et on ne peut que faire avancer cette société si on est vigilant petit pas par petit pas à ce qui s'y passe. Et ça ne veut pas forcément dire que du coup on doit ne plus aborder aucun sujet pour respecter les personnes, mais la manière dont on demande les choses. Tiens, et toi, est-ce que tu as un projet ou tu as des envies de fonder une famille, ou est-ce qu'au contraire... Enfin voilà, c'est la manière dont on pose la question plutôt
que de poser la question avec ses yeux et de ce qui est logique, de ce qui est attendu, de ce qui est le modèle dans lequel, avec ses yeux, on voit les choses. Je pense que ça fait beaucoup de choses. Voilà, c'était notre... Pour le coup, on sait que cette rubrique Vite Coupe, parfois, elle est un peu... on donne des choses qui sont plutôt liées à notre actualité. On a parlé de nos vacances. Là, on est rentré dans quelque chose d'un peu plus personnel. On espère que vous apprécierez aussi qu'on vous partage ça. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir, de partager ça avec vous. Et pour terminer, on a une petite rubrique ciné-gay. Et Guillaume, tu nous parles d'une série américaine qui s'appelle Fellow Travelers. Fellow Travelers, c'est un récit en fait d'un fonctionnaire, l'histoire d'un fonctionnaire homo au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, un peu partout à cette époque, mais notamment aux États-Unis, le macartisme, qui, avec sa lutte contre le communisme et contre les homosexuels, a laissé des traces parfois assez sanglantes, en tout cas assez tragiques, de toute une période pendant 20-30 ans, pendant lesquelles il y avait une véritable chasse aux sorcières vers les communistes, mais aussi vers les homosexuels. Et donc, Fellow Travelers, ça nous montre, c'est un peu le récit de cette société, de comment les homos se sont se sont volontairement le plus possible invisibilisés aussi à l'époque pour éviter d'être virés de la fonction publique, de se voir complètement ostracisés, de se voir, parce que si on le savait, de perdre une réputation, de ne plus avoir de réputation, on va dire, pure, entre guillemets, qui leur permettait notamment de travailler ou d'avoir des bons jobs à l'époque. Et puis, tout ceci est très romancé. On commence avec ce macartisme, on finit dans les années 80 sur les années SIDA. Donc c'est une série assez dure, c'est une série qui est pas simple, qui est graphiquement très belle. Ils n'ont pas pris les acteurs les plus moches non plus pour jouer, donc ça peut être un plus aussi. Voilà, je vous laisserai juger de ça ou pas. Mais c'est une série qui est quand même relativement bien faite, en ceci qu'elle elle ne rentre pas dans une caricature absolue. Encore une fois, on est dans une histoire romancée, donc on doit toujours mettre... Voilà, il y a toujours besoin d'y mettre quelques touches dedans. Pour autant, si jamais vous avez l'occasion si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai envie de dire, et que vous avez l'occasion de la regarder, elle a été créée par Ron Niswainer, qui est d'ailleurs scénariste de la série Homeland, mais surtout avant du fameux film avec Tom Hanks, Philadelphia, qui est un des premiers films qui ait jamais parlé de ces années SIDA et de la complexité de ces années SIDA. Donc il y a vraiment derrière toute cette trame, toute cette histoire qui nous touche aussi particulièrement en tant qu'homosexuels et qui peuvent nous toucher aussi en tant qu'êtres humains vivant dans une société qui a énormément évolué au cours des 40-50 dernières années, ayant conscience et sachant protéger aussi tous les droits qui ont été acquis, parfois de haute lutte, au cours de ces dernières décennies. Et c'est finalement assez fou de voir que il n'y a pas si longtemps que ça quand même, c'était après la Seconde Guerre mondiale, de voir aussi un peu ce volet. Fellow Travelers, ça nous montre une société qui est toujours en discrimination vis-à-vis des populations noires. C'est la chasse aux sorcières, donc contre les communistes, contre les homosexuels. On voit McCarthy et toutes les auditions au Sénat qui avaient lieu, et puis finalement sa chute. C'est aussi lever un voile sur l'histoire américaine dont on a pu entendre parler, parce qu'on n'a pas entendu parler tellement de la chasse aux homosexuels quand on était à l'école, mais la chasse aux communistes, oui. Plutôt, ouais. C'est peut-être une erreur d'ailleurs, hein, mais je sais. Ouais. Mais voilà, en tout cas, très chouette série. N'hésitez pas à la regarder. Elle a eu de très bonnes critiques également. Et pour finir sur une date, puisqu'on parlait des dates et du fait que finalement tout ceci était intéressant, nous étions tous les deux nés
Max et moi, pourtant nous sommes très jeunes, quand l'homosexualité a été exclue de la liste des maladies mentales en France. C'était en 1992. Souvenons-en, c'est pareil, c'est pas si loin que ça. C'est très récent finalement. Et malgré notre folle jeunesse, on peut que constater le chemin qui a été parcouru depuis. Salaud. Il est en train de montrer mes cheveux blancs et ma barbe blanche. Des synonymes de sagesse. Je te laisse faire la conclusion pour la peine. Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce 11e épisode de la saison 5. Si vous êtes arrivé au bout, bravo. Et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs de ces 100 et quelques épisodes désormais. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré et un like sur YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, partagez. Voilà, le podcast reste diffusé le lundi tous les 15 jours. Promis, on n'aura plus de soucis cette fois-ci techniques pour le mettre en ligne. Voilà, ou le dimanche soir pour les plus au taquet, les plus pressés sur la plateforme Podbean et on espère en fonction des robots sur les autres plateformes ou sur YouTube en audio. Et d'ici au prochain épisode, on vous souhaite de bien vous porter. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches ensoleillées. Enfin, on espère.